J'ai vu Didier Long entrer dans la salle. Merci à lui de me rejoindre sur scène. Ça a été un peu la course. Allez, on va prendre un petit micro parce que nous Bonsoir. Voilà, alors, on est ravis de vous accueillir parce qu'en fait, le Théâtre Club fait partie des activités de la Société littéraire de la Poste. Et en fait, vous revenez un peu aux sources puisque vous avez été directeur du festival de correspondance avec la Fondation La Poste. Donc, bienvenue chez Je suis venu ici quelques fois. Et quelquefois, on s'est déjà vu, c'est pas la première fois, tout à fait. Voilà, alors on est, puis on est aussi ravis parce que on a un ami ici qu'on apprécie beaucoup, qui est Xavier Jaillard, et vous aviez mis en scène sa pièce, La vie devant soi, l'adaptation qu'il en avait faite, voilà, au Théâtre Marigny. Ça date, mais c'est des beaux moments. J'ai toujours du mal avec les adultes. Des jolies Molières aussi. Ouais. On avait eu 2 jeux. C'était une belle aventure. Ouais, c'était quand même très très chouette. Humaine et artistique. Ouais. Voilà, alors là on change tout à fait de registre, parce que vous revenez sur de l'écriture classique, voilà, à Marivaux, l'île des esclaves. Et on va un peu parler, parce que je pense que peut-être que tout le monde sait, mais c'est toujours bon de se remémorer les choses. Ça nous parle de quoi, cette île des esclaves? Moi je sais. Oui. Allez, on y va. Cette pièce a été écrite en 1725. Je commence par là parce que c'est quand même le début du 18e. Et elle a cette vertu incroyable d'avoir un écho très très sensible à chaque fois qu'on la remonte, cette pièce. Ça fait très longtemps que je voulais la mettre en scène. C'est, dit-on, la seule pièce drame, comédie dramatique plutôt, de Marivaux qui traite de la société, du social, des rapports ancillaires, hiérarchiques entre les gens, bien que à la fin ils reviennent au théâtre du sentiment tel qu'on a pu l'aborder au cours de toutes ces pièces. Et cette pièce a ceci de très 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 particulier, c'est qu'elle est très courte. Chaque mot, chaque phrase avancée est signifiante. Et il en a fait quelque part à la fois un exercice de style pour dénoncer les rapports d'une société totalement bloquée entre maître et valet, entre nantis et pauvres, sans ascenseur social, comme on dirait aujourd'hui. Chacun bloqué dans sa condition, n'imaginant même pas qu'il puisse accéder pour l'un à celle supérieure et ni même perdre ses avantages pour l'autre. On retrouve cette volonté de montrer à quel point les rapports entre les gens, le fait de se comprendre, d'accepter et de réfléchir avec le mode de réflexion de l'autre, permet tout simplement de mieux se comprendre, de mieux s'entendre au-delà des différences. Ça paraît comme ça extrêmement pavé de bons sentiments, et puis après tout on en a besoin de toute façon, surtout en ce moment, mais ça l'est. Et c'est en quelque sorte l'ouverture, après le siècle des Lumières bien évidemment, l'ouverture vers ce 19e, vers évidemment avec les prémices de la Révolution, sur un changement global de la manière dont on envisage sa place dans la société, en fait. Tout ça, évidemment, avec humour, c'est là où il est très très fort, il est très très fort, mais et dans une pièce extrêmement réduite. Donc, pour éviter la censure, je sais pas si, oui, tout le monde ne connaît peut-être pas la pièce, hein, donc on commence par un naufrage, et 4 personnages se retrouvent échoués sur une plage, 2 maîtres, 2 valets. Une femme, un homme à chaque fois. Et la maîtresse a une
une servante, le noble, un valet. Voilà. Et chacun va se retrouver confronté à de nouvelles règles sur cette île qui est devenue une république gérée par des affranchis, des domestiques qui se sont échappés de ce carcan justement sociétal et qui ont créé une société égalitaire dans laquelle chacun doit se respecter, se comprendre. Voilà. Mais, bien entendu, c'est pas si facile, donc à chaque arrivant est imposé de nouvelles règles, et notamment de changer de rôle, d'abord de costume. On connaît l'importance du costume chez Marivaux, elle a biffé le moine quelquefois, et donc changer de costume et changer de rôle, l'un devenant à l'inverse le valet, le maître se retrouve en valet et vice-versa. Voilà. Et 4 personnages, 4 manières différentes de réagir. C'est là où la pièce devient pour Marivaux une espèce pas de catalogue, mais un kaléidoscope en fait, hein, de la société de son époque, où chacun réagit différemment. Pour éviter la censure, tout ça se passe dans les îles grecques, ça lui évite de gros ennuis. Je ne parle même pas de la République de Venise d'ailleurs, qui existait à l'époque, mais qui, pour éviter tout conflit potentiel. Et il va même jusqu'à inventer des noms de personnages. Voilà, c'est ça. Iphicrate pour le noble, au moins personne dans la salle ne risquait de se reconnaître, qui veut dire quand même en grec qui gouverne par la force. Donc il représente la brutalité, l'autorité au-delà de la norme classique. Il va jusqu'à battre son valet. Euphrosine pour la maîtresse. Il n'y en a pas d'autre. Assez improbable. Assez improbable. Et il va quand même insuffler un personnage qu'on a l'habitude de retrouver chez Marivaux, c'est Arlequin. Arlequin, valet, bien évidemment, avec ses travers qu'on connaît, une forme de paresse, de veulerie, de manière de tout tourner en dérision systématiquement, de ne rien prendre au sérieux, de rire de tout plutôt que d'en pleurer en quelque sorte, où il est appelé, amené et à faire le pitre. On lui demande. Et évidemment, le but de Marivaux est de voir à quel point cela peut cacher des espérances, des espoirs déçus, etc. Et Cléantis. Cléantis, pas facile, j'ai réussi à trouver ce que ça voulait dire. Peut-être une fleur qui éclot, bon. Qui est celle justement qui a le plus de ressentiment à l'égard de sa maîtresse. Voilà, et ces 4 personnages vont se retrouver en très très peu de temps, changer de rôle, changer de costume, avec une tentation de vengeance évidemment pour les valets, une volonté de ne pas comprendre, de se protéger, et pour les maîtres une incapacité d'abord à faire amende honorable, à reconnaître leurs torts. Et tout cela est mené par un directeur de conscience, on pourrait dire, Trivelin, qu'on retrouve aussi évidemment chez Marivaux, mais qui n'est absolument pas nommé dans la pièce. Hein. Si on ne la lit pas, on ne sait pas que c'est Trivelin. Et qui est donc lui un affranchi et qui administre cette île et qui leur impose ses règles et qui disparaît, qui revient. Un petit peu comme dans les jeux de rôle, vous savez, quand tout est bloqué, hop là, il arrive et il rajoute un petit élément, histoire de faire avancer la situation. Mais on comprend très vite que pour lui, chacun doit faire le chemin de l'amendement, pour les nobles, de lui-même, par un voyage intérieur, par une prise de conscience réelle. Et c'est là, en fait, le nœud de la pièce et l'importance de la pièce. C'est que tout passe par l'humain. Voilà. Pour Marivaux, on le sait, on connaît la force de son dialogue. Le mot est trompeur, donc il revêt pour chacun d'entre nous
une signification différente, même si elle est minime, il y a une différence à chaque fois. Et donc, derrière ces mots se cache évidemment la volonté de ne pas, de ne pas reconnaître ses torts, de ne pas reconnaître pour les nobles qu'on est toujours sur l'apparence, qu'on ne réfléchit pas par soi-même, mais qu'on est victime de ce qu'on représente et de ce qu'on nous demande aussi de représenter. Voilà, donc tout ce jeu de Marivaux, que j'imagine que vous connaissez un petit peu, avec cette finesse, cette intelligence sublime, cette acuité qu'il a sur l'âme humaine et cette capacité à donner aux situations, à la capacité de se comprendre. Il y a un petit lien avec mes prédécesseurs. C'est la capacité de se comprendre parce qu'on est tenté de juger systématiquement l'autre par rapport à ce qu'elle présente, en pensant généralement d'ailleurs qu'il est beaucoup plus gâté que nous, voilà. Ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Parce qu'on comprend que le maître est d'autant plus brutal qu'un lien d'amitié le liait à Arlequin depuis l'enfance, et que pour le couper, pour arriver à assumer son rôle de maître, il est d'autant plus brutal. Et ça n'excuse rien, bien évidemment, mais voilà, chacun devant s'amender, et c'est ce que chacun fera. Chacun fera. On apprend à la fin d'ailleurs que les valets étaient aussi sous surveillance, et que si ils avaient cédé à la vengeance de manière systématique et durable, il y avait une incapacité à retourner à Athènes. Il y avait un deal au démarrage. Oui, il y a un deal, oui. Les maîtres doivent s'amender et reconnaître leurs torts. Voilà, ce qu'ils vont le faire avec plus ou moins de bonne grâce. Et de manière différente pour Euphrosine et pour Iphicrate. Voilà. Iphicrate étant... oui, il est braqué, et puis c'est le mec, quoi. Ouais, dans toute sa splendeur, quoi. Et refuse de reconnaître ses torts, refuse le moindre faiblesse, préfère tout traiter par le cynisme. Voilà. Et là aussi, j'avoue que je l'ai vraiment découvert en travaillant minutieusement la pièce. Là, Marivaux revient quelque part sur ses dadas. C'est que la différence entre Euphrosine et Iphicrate s'aperçoit finalement que cette femme, cette noble qu'on pense méprisante, qu'on pense hautaine, qu'on pense lointaine, est en fait dans une solitude éperdue. Elle a pris de l'âge, et ça lui permet comme ça en filigrane, en creux, de traiter cette place de la femme dans cette société du XVIIIe. Ça encore malheureusement des résurgences aujourd'hui, et qui finalement perd tout crédit, toute place respectable dans la société dès l'instant qu'on la pense moins désirable et qu'elle représente, qu'elle est moins fraîche. Il le dit d'ailleurs dans le texte. Et finalement, il y a une espèce d'introspection, de solitude, d'incapacité à communiquer, et cela apparaît pour de la prétention, pour de la distance hautaine. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment une pièce, d'abord on passe un moment mais absolument savoureux. On va parler des comédiens, parce que cette pièce, magnifique. Elle est défendue magistralement. Magnifique. Ah ouais, défendue, ça on a l'impression que c'est... Non, parce que ça va... Servi. Ben oui, ils ont servi, mais au-delà même, parce que vraiment, ils ont une pêche, ils sont vraiment habités par leur rôle. Alors, on en parle. Alors, oui. Julie Marbeuf et Frédéric Rose, qui jouent respectivement Euphrosine et Iphicrate, Chloé Lambert et Pierre-Olivier Mordas, qui jouent respectivement Cléantis et Arlequin, et Hervé Briot, qui joue Triflin. Voilà, c'est une très belle distribution. Ils m'ont vraiment suivi comme ça, dans ce travail un peu particulier, puisqu'on était en plein Covid. Donc on s'est arrêté 4 ou 5 fois sans savoir si on allait jouer.
mais c'était absolument passionnant parce qu'il y avait des moments j'allais dire de repos et d'interrogation. Je ne savais pas très bien quand on allait jouer et si on allait jouer, mais c'est arrangé en fait pour faire un travail d'introspection, pour revenir sur les choses minutieusement. Et encore une fois, cette pièce est tellement asséchée sur le dialogue. Il y a une pièce courte, mais chaque chose est importante en fait. Et elle est construite vraiment par scène comme ça, comme des paliers. Et chacun, voilà. Et à chaque fois, on passe un cap sur l'introspection de chacun, sur la manière de réagir de chacun, sur l'évolution de chacun dans ce fameux deal. Et les protagonistes qui ne font pas partie de la scène doivent quand même franchir ce cap. Et le public ne s'en aperçoit pas, mais finalement, ils avancent en même temps que ceux qui précédemment jouaient avant eux et résolvaient une partie de cette énigme. Et vraiment, ils m'ont suivi dans ce travail très minutieux, parce que c'est très excitant, et puis c'est magique, la langue de Marivaux. Dans cette plongée vraiment dans l'âme humaine. Puis comme à chaque fois, évidemment, c'est un mouvement en double sens. Hein. Je n'aime pas beaucoup parler de personnages, moi, parce que sinon, ça n'a pas sur moi. Qu'on schématise, enfin, qu'on caricature. Mais disons, chaque protagoniste comédien fait un pas vers son rôle, et le rôle l'amène aussi à soi, d'une certaine manière. Et tout ça pour servir une globalité et une cohérence qui fait avancer à la fois son personnage, mais le déroulé de la pièce et ce que Marivaux a voulu défendre. Il y a une vraie résonance entre chacun, chaque part. Oui, c'est ça qui est formidable. Travail d'écoute important à chaque fois. Quelle idée nous a... Et c'est génial. Le coup de nous mettre ce philosophe, celui qui va les amener à accoucher de leur humanité en habit de maintenant. Oui, en contemporain. Oui. En contemporain. Et c'est vrai que ça donne encore une ampleur, si ce n'est, mais tout le monde dans la salle a bien compris qu'on en est encore là, et ça ne durera pour longtemps encore. Cette pièce est visionnaire. Elle est visionnaire, cette totalement pièce. Visionnaire. Et même dans la manière dont le dialogue est construit. Tout à fait. Et souvent on me demande, mais vous avez modifié, vous avez adapté. Pas du tout. C'est mot à mot exactement du Marivaux. Alors la force aussi de cette pièce, c'est que l'île, elle est suggérée. C'est génial quand même d'arriver à ça. C'est-à-dire, on les voit sur la plage, on les voit... et il y a quoi sur scène au niveau des corps? Franchement. Oui, par provocation, moi je dis souvent, j'aime pas trop les décors, mais c'est de la provocation, hein. Évidemment, puisque il y a toujours des décors. Non, mais je trouve qu'illustrer réellement les choses enlève la part active du spectateur. C'est-à-dire qu'on lui impose finalement un cadre, une île. J'aurais pu faire une île avec des rochers, des arbres, etc. Mais chacun voyait la même chose et ça crée une distance en plus, parce que personne ici ne vit sur une île déserte, donc il faut quand même qu'on se sente concerné. Et puis, donc je trouve que suggérer les choses et laisser au public la capacité à imaginer, à se plonger dans cet univers en s'inventant lui-même son décor, qui est pourtant là, hein, qui est quand même qui est très structuré même. Et puis j'avais envie aussi de montrer à quel point c'est une parabole que Marivaux a créée. Et que cette île et ce naufrage, c'est le naufrage d'une société, et chacun isolé dans son propre confort ou ses propres difficultés, ou en tout cas voilà, dans une sorte d'individualisme. Et il y a un côté caverne de Platon, voilà, il y a un petit côté introspection. Comme ça. Voilà, c'est vrai qu'après, c'est ce qui est magique au théâtre, vous connaissez ça, c'est l'artisanat, c'est-à-dire que je travaillais avec Jean-Michel là-dedans, et puis je parlais d'un côté un peu arachnéen, quelque chose qui mange chacun, chacun qui malheureusement
s'est échoué sur cette île. Et il me dit, ah bah tiens, il y a une espèce de nouveau tissu voilà, qui s'appelle la choucroute. Tiens, je vais t'en amener un petit exemplaire. Et puis ça a cette faculté incroyable, c'est noir. Je dis, oh, attention quand même. Il dit, oui, mais alors ça a cette faculté incroyable, c'est que quel que soit le projecteur qu'on pose dessus, ça capte totalement la lumière. Donc voilà, un projecteur bleu, c'est du bleu, voilà, ça change de couleur, alors que c'est noir. Alors ça m'a intéressé, évidemment, et j'ai dit banco. Et voilà, avec des miroirs aussi, parce qu'il y a ce jeu, toute la pièce pose sur cette complexité entre apparence et vérité. J'avais envie de laisser la part belle au texte et à l'intelligence de la construction et des idées défendues, plutôt que comment dire, finalement de faire une photographie en fait d'une île avec des naufragés épuisés, voilà, où on aurait vu que la superficialité de l'histoire quelque part, je pense. Là, on va vraiment au cœur des personnages et vraiment on est oui, on est dans le vrai, on est dans l'humain. Voilà. Dans l'humain, oui. Ça, c'est... Voilà. Alors, bon, allez-y, franchement, comme dirait Alain, allez-y. C'est vraiment une pièce savoureuse qui est vraiment jouée magnifiquement, mise en scène, bravo. Il y a une chose que vous avez dite un jour, cher monsieur, c'est que pour vous, le théâtre serait toujours éternel, que ça durerait toujours, il serait toujours là. C'est sûr qu'avec des pièces comme ça, des textes comme ça, il est là encore très très longtemps. On croise les doigts, parce qu'il faut que le public revienne aussi, il faut qu'il soit éternel, mais il faut que... On va y arriver. Merci beaucoup. Merci. Merci.